qui me frappe vraiment le plus aujourd'hui, c'est que la situation dans laquelle on est, elle nous envoie dans la figure, encore beaucoup plus qu'avant, les inégalités. Avant, les inégalités, bon, on y était finalement habitués. Hein. Il y avait des métiers pas très considérés, mal payés. Bon, voilà, on disait aux petites filles, faut pas, si tu travailles mal à l'école, tu seras caissière. Et puis là, c'est d'une brutalité inouïe. C'est-à-dire que on a les gens qui nous permettent de vivre et de survivre, qui sont quand même majoritairement des femmes mal payées, mal protégées, et c'est elles qui sont caissières, qui sont évidemment aides-soignantes, personnel de nettoyage, qui vont chez les personnes âgées. Et finalement, on s'y est habitué parce qu'on se dit que, alors il y a ceux qui ont fait des très grandes études, qui sont très bien payés, dans une mesure complètement folle, hein, c'est des rémunérations qui sont exorbitantes, qui n'ont plus aucun lien avec l'utilité. On se demande même sur quoi ça repose. Et puis, il y a ces gens dont on s'aperçoit qu'ils sont absolument déterminants, qui gagnent le SMIC ou à peine. Mais surtout, on se repose sur des grilles de classification, des grilles de salaire qui détaillent beaucoup moins les emplois féminins que les emplois masculins. Un emploi masculin, on va dire que pour le tenir, il faut ceci, cela, un peu de force, un peu de compétences, des capacités techniques, etc. Les femmes, bon non, elles vont faire la toilette et prendre soin et dire des mots gentils. Ben ça, c'est de toute éternité que les femmes ont su faire ça. Et donc, les grilles de classification sur lesquelles reposent les salaires vont tout simplement prévoir que ces compétences-là n'ont pas à être rémunérées. Donc, les femmes, elles sont dans des métiers qui, à la fois, sont socialement les plus utiles et sous-rémunérés chroniquement et presque par construction, quoi. Donc, c'est cette construction que nous devons absolument reprendre. S'il y avait un vrai rapport de force avec une coalition, une forme de lutte des classes, hein, c'est-à-dire une prise de conscience de ces métiers, de tous les gens qui exercent ces métiers, qu'ils font des métiers essentiels et que s'ils faisaient grève, s'ils se retiraient, s'ils exerçaient leur droit de retrait, alors on serait vraiment, vraiment, vraiment très, très, très mal en point. Et là, ils auraient un instrument qui permettrait qu'on revoie les choses en profondeur. Et c'est ça qui doit se passer à la sortie. C'est la peur qui peut nous faire vraiment changer. Là, on a peur de cette crise, mais je crois qu'il faut aussi avoir peur de l'après. Considérer cette crise comme véritablement une alerte pour prévenir des crises qui seront bien, bien, bien plus graves. Parce que les prochaines crises, les crises climatiques, toutes nos capacités productives seront atteintes. Les réseaux de communication, les réseaux d'énergie, nos capacités productives, nos usines, nos infrastructures, tout ça risque d'être atteint, détruit, dégradé. Et donc, c'est la peur qui doit nous faire changer et qui doit nous faire accepter de transformer radicalement notre société. C'est-à-dire que moi, vraiment, mon obsession, c'est qu'on ne sorte pas de cette crise avec les mêmes repères qu'auparavant, qu'on change radicalement, qu'on change de représentation du monde. Par exemple, l'impérialisme de l'économie avec ses équations toutes plates, qui est incapable de comprendre les phénomènes naturels. Hein. Il faut maintenant que les disciplines s'articulent, se rapprochent. Il faut qu'on comprenne que l'économie, elle est encastrée dans la société et dans la nature. Voilà. Donc, on a un nombre de révolutions intellectuelles à faire qui est invraisemblable. Et là, on est vraiment au moment où on peut le faire. Est-ce que nous aurons le courage? Est-ce que nous aurons la capacité? Est-ce que nous aurons la mobilisation pour opérer cette bifurcation très dure, cet arrachement? C'est pas du tout certain. Là, on a une chance folle. Tout est relatif, mais enfin, voilà. On a une opportunité extraordinaire parce qu'on vit une expérience naturelle et qu'on pourrait changer des choses importantes. Par exemple, tout ce qu'on entend sur les relocalisations.
On a l'impression qu'il y a un accord assez massif de la société française pour relocaliser. Maintenant, il va falloir comprendre ce que ça veut dire, parce que relocaliser, ça veut dire des coûts de main-d'œuvre plus chers, donc ça veut dire certainement une moindre consommation, des produits plus durables. Donc, ça veut dire que tout le plaisir qu'on tire du consumérisme va certainement diminuer. Est-ce qu'on sera capable de supporter ça? Et qu'est-ce qu'on va mettre à la place de la satisfaction de la compulsion consommatrice? Vous voyez, tout ça, ça avait été parfaitement, magnifiquement mis en évidence dans les travaux des années 70. Baudrillard, la société de consommation. On sait que la consommation, c'est un langage et on sait que ça sert à se différencier ou à s'affirmer. Et comme c'est un langage, c'est infini. Donc, ça va être très compliqué de couper avec ça pour mettre en place des choses qui auront moins rapport avec la compulsion.